Ouais. Bonjour à toutes. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette dernière journée des rencontres et ce dernier webinaire qui n'est pas des moindres puisqu'on a la chance d'avoir avec nous quatre créatrices qui ont été accompagnées par Force Femmes à un moment de leur parcours et qui aujourd'hui voilà, développent leur activité. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous les présenter. Alors, on va faire un premier petit tour de table. Donc, on commence avec Brigitte. Okay. Vous voulez nous dire ce que vous faites, Brigitte? Bonjour à toutes. Je suis Brigitte Bonnave. Je souffle le verre au chalumeau à main levée à la bouche. Je conçois et je réalise des accessoires de mode et des bijoux et je travaille à 80% pour les maisons de haute couture. Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton, Chloé, voilà, etc. Et 20% pour les particuliers. Brigitte. Ensuite, on va demander à Véronique, peut-être, de se présenter. Oui, donc bonjour, je suis Véronique Lescure, je suis consultante en Feng Shui pour les entreprises et les particuliers. Bon, mais pour celles qui ne connaissent pas, le Feng Shui, c'est l'art d'harmoniser l'humain dans son environnement pour favoriser son bien-être, sa santé, sa prospérité. Donc, j'interviens auprès des entreprises et des particuliers. Et moi, c'est une totale reconversion depuis 1 an et demi et un épanouissement total. Voilà. Et je vous dirai d'où je viens après. Avec plaisir. Merci. Delphine? Oui, alors bon, moi c'est Delphine Sénéco. J'ai créé mon activité depuis la première semaine du confinement, donc première vague Covid. Enfin, j'ai décidé de créer cette activité d'accompagnement d'étudiants dans son projet professionnel. Donc, je me tourne vers le milieu de l'éducation et je suis donc responsable relations entreprises, réseau et valorisation de l'étudiant au sein de son école. Merci beaucoup. Et Marie? Bonjour. Je n'apparais pas. Si, Ok. on vous voit, Bonjour, Marie. alors Marie Philippon. J'ai créé ma structure Design Culture en 2013. Elle développe des activités artistiques et ludiques dans les lieux de vie et notamment les galeries marchandes des centres commerciaux. Donc, entre 2013 et jusqu'au confinement, c'était une activité qui fonctionnait très bien. Là, effectivement, nous sommes dans une autre conjoncture, mais nous allons parler de toutes les années, disons, antérieures, puisqu'elles sont plus nombreuses que les quelques mois en cours. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la même question que celle qu'on s'est posée hier parce que ça a été quand même assez, je pense, révélateur et inspirant pour les femmes qui nous suivent. Le contexte étant ce qu'il est, on est suivi là par des femmes qui sont peut-être en phase d'hésitation par rapport au fait de créer, évidemment, qui se disent est-ce que avec ce contexte c'est le bon moment ou pas. Donc, je voulais savoir, vous, vos activités, dans quelle mesure elles sont impactées par le Covid et le confinement, si ça a tout bloqué, si ça vous permet quand même de continuer. Donc, Delphine, par exemple. Oui, alors moi, c'est assez impacté dans l'organisation en fait, hein, puisque effectivement, comme vous l'avez su, tous les étudiants et toutes les écoles post-bac sont aujourd'hui en distanciel pour les raisons de la deuxième vague. Donc, c'est plus une question d'organisation. J'allais dire que j'ai peut-être plus de travail encore aujourd'hui que je n'en aurais eu s'il n'y avait pas eu cette malheureuse deuxième vague. Mais ce que je ressens aujourd'hui dans mon activité, c'est que de toute façon, je pense que les écoles auront beaucoup, après cette crise sanitaire, beaucoup de volonté à construire des plans de démarrage sur d'autres actions, hein, pour faire face à ce genre de soucis. Et donc, du coup, je ne peux pas dire que ça me gêne vraiment, si ce n'est que ça me donne plus de travail sur les contrats que je peux signer aujourd'hui au sein des écoles.
Merci. Véronique, vous qui enseignez le Feng Shui, du coup, ça continue d'être possible? Alors, en fait, je n'enseigne pas le Feng Shui, je Feng Shuise mais ça va venir, je vous dirai pourquoi. Je Feng Shuise les entreprises et les particuliers. Alors moi, ça ne m'a pas du tout impacté. Au contraire, ça a boosté mon activité puisque les gens se sont retrouvés chez eux enfermés et ont voulu apporter du bien-être à leur lieu de vie. Dans les entreprises, pareil, le bien-être au travail, ça c'est mon leitmotiv tellement j'ai été mal pendant 20 ans dans les entreprises. Maintenant, on passe en télétravail. Donc, je mets au point, en fait, je m'adapte à la situation, mais ça c'est l'effet Feng Shui. Le télétravail, j'ai mis au point. Non, je propose maintenant des prestations pour du télétravail zen. J'ai appelé ça le télétravail zen. Avec des conseils. Donc, moi, je peux intervenir à distance, rien qu'avec des photos, des plans, un accompagnement téléphonique et tout. Donc, pour moi, non. Au contraire, j'ai une prestation qui s'appelle le Feng Shui de la personne, c'est un équilibrage énergétique. Et là, au premier confinement, quand j'ai proposé cette prestation, j'ai vu les clients arriver, mon agenda se remplir. Et voilà. Donc, pour moi, je veux dire, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux ou bien heureux, mais non. Et je ne regrette pas de m'être lancée l'année dernière sans réfléchir à rien. Voilà, mon témoignage. Merci beaucoup. Marie, vous évoquez, vous, effectivement, que sur votre activité culturelle, bien sûr, ça a été tout de suite impacté. Tout à fait. Moi, la culture en général est impactée et les centres commerciaux encore plus. Donc, il est vrai qu'à partir du mois de février, ça a été cessation totale de l'activité. Mais pour moi, ça a été finalement quelque chose d'assez bénéfique parce que, comme je l'ai dit au début, j'ai créé ma structure en 2013. Elle avait déjà trouvé son rythme et elle commençait un petit peu à s'essouffler parce que la concurrence de plus grosses agences. Et donc, j'avais déjà en vue une nouvelle reconversion. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai mis Design Culture un peu en sommeil et que je développe le rebondissement suivant qui là sera dans la formation et ça me permet donc d'organiser cela. Ce qui fait que finalement, là encore, c'est la conjoncture, c'est le moment qui permet de rebondir, de s'adapter et de se dire, bon, la culture pour l'instant et les centres commerciaux, on les laisse en sommeil. En revanche, la formation va devenir fondamentale et donc je suis en train de mettre en place un organisme de formation où là, je serais peut-être moins dans le bonheur par rapport à la culture qui était quand même ma vocation première, mais en revanche, j'utilise toutes mes compétences de juridique, comptable pour mettre en place un centre de formation. Donc, en fait, voilà, la situation m'oblige à rebondir et c'était déjà un peu latent. Merci beaucoup. Et Brigitte, alors vous qui soufflez le verre dans votre atelier, quel est l'impact du Covid sur votre activité? Alors, la première période, je n'ai pas du tout été impactée parce que j'avais des commandes de production. Bon, ça a été un peu difficile parce qu'il y a une rupture au niveau des livraisons d'oxygène et de propane, parce que je travaille avec. Et puis pour les livraisons vers l'Italie, qui eux-mêmes étaient en confinement, et les transports ont mis plus de temps à se remettre en route. Bon, donc j'étais quand même dans les délais. Le seul problème, enfin la difficulté a été qu'il n'y a pas eu tous les défilés haute couture et prêt-à-porter ont été en digital. Donc c'est ma difficulté en ce moment, parce que je travaille à 80% pour les maisons de couture, 20% pour les particuliers. Donc, je suis dans cette interrogation d'inverser peut-être, ou peut-être de me présenter différemment auprès des maisons de couture. Donc, mon objectif actuel est de réaliser des pièces inédites pour faire rêver les maisons de couture, pour peut-être avoir des contrats, même si ça se passe en digital, peut-être faire des pièces plus importantes ou plus colorées ou plus quoi. Et par rapport au prix Force Femmes, donc j'ai eu la chance d'avoir une dotation et je travaille actuellement sur ma propre collection de bijoux que je souhaite exporter. Donc après, c'est un peu mes interrogations en ce moment de savoir comment faire. Est-ce que tout doit se faire en digital?
Je ne sais pas, parce que j'ai des pièces, parfois il faut s'approcher de près pour en voir toute la beauté. Voilà, Bien c'est sûr. pas mal en interrogation. Mhm. Mhm. Bien sûr, oui, oui, effectivement, on l'évoque depuis le début de cette semaine et puis on l'entend partout. C'est ce qu'on appelle ce pivotement, justement, pour s'adapter à la situation. On part d'une activité et puis il faut l'ajuster et l'adapter pour qu'elle puisse continuer, mais dans ces conditions un peu particulières. Merci Brigitte. Alors, ce que j'aimerais vous demander maintenant, parce que je pense qu'il y a plusieurs des personnes qui nous suivent, qui se posent peut-être la question, c'est comment vous est parvenu ce déclic entrepreneurial, ce moment où vous vous êtes dit, là, c'est bon pour moi, il faut que je puisse, il faut que je crée, il faut que je devienne chef d'entreprise. Voilà, comment vous vous êtes dit, OK, là, c'est parti. Véronique, peut-être, vous parliez d'une reconversion totale. J'active mon micro. Oui, parce que j'étais en train de répondre au chat. Oui. C'est vrai, c'est pas facile de faire les deux et de vous écouter. Alors, pour faire court, en fait, moi, j'ai un gros diplôme, je veux dire, un bac plus 5, un master 2 en management et stratégie des entreprises. Et pendant 20 ans, donc, j'ai navigué entre plein d'entreprises. J'arrêtais pas de changer, ça n'allait pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme? Il me correspond pas. Voilà, je savais vraiment pas quoi en faire. Et jusqu'au jour où je suis restée à 4 ans dans la dernière entreprise et c'est mon cerveau qui a bugué, qui a dit, stop, maintenant c'est fini. T'es pas à ta place. Ça fait 20 ans que tu dis que t'es pas à ta place. Cette fois-ci, t'es pas à ta place. C'est pas un burn-out, c'est une prise de conscience express. Et là, j'ai tout plaqué. J'ai démissionné, négocié mon départ. Et je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à mon âge? J'ai plus de 45 ans. Je ne vais pas refaire des études et tout. J'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je me suis dit, bon, je vais prendre soin de moi. Et pour prendre soin de moi, je suis allée vers le Feng Shui. Mais le Feng Shui est aussi venu à moi. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une formation parce qu'il paraît que ça transforme la vie et que ça favorise le bien-être, l'abondance. Bon, je vais appliquer du Feng Shui. Donc, je pars en formation, tout au hasard. Je ne calcule rien du tout. Je découvre l'outil Feng Shui et je me dis, ah, mais c'est génial ce truc, je vais l'appliquer chez moi, ça va me transformer. Et je commence à appliquer chez moi et des choses bougent. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire mon activité. Et là, tous les gens de ma famille me regardent et me disent, mais c'est n'importe quoi, tu ne vas pas faire du Feng Shui, ça ne marchera jamais et tout. Et je me suis dit, je m'en fous, ça me plaît. Comment je vais créer une entreprise? Bon, je vais sur le site de l'URSSAF, clac, clac, 10 minutes, le SIRET peut commander. Waouh, c'est génial, tout était facile. Et donc, j'ai commencé la formation, je crois, en janvier 2019. Je l'ai terminée, j'ai créé en avril 2019. J'ai fini ma formation en septembre 2019. Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour trouver des clients? Grâce au Feng Shui, ça vient. Je ne sais pas si je ne vais pas après déborder de la question, si après il y a d'autres questions. Et voilà. Et je me suis dit, je vais me former en Feng Shui et là, je vais utiliser mon diplôme stratégie d'entreprise. Je vais faire un mix des deux. Je vais mixer l'Asie et l'Occident et je vais proposer des prestations à nous occidentaux pour vraiment arriver à cette plénitude que je peux connaître aujourd'hui. Voilà mon histoire. Merci beaucoup. Delphine? Oui. Alors, vous, c'est ce déclic. Moi, c'est ce déclic et j'allais dire que c'est Force Femmes qui m'a botté les fesses. Et c'était ce qu'il fallait parce que j'ai démarré en fait Force Femmes après avoir signé ma rupture conventionnelle au bout de 2-3 mois. J'avais un peu de rage en moi parce que ça c'était pas, enfin voilà, c'était, j'étais plus vraiment alignée avec ce que je vivais en entreprise. Et j'ai hésité entre faire le cycle d'accompagnement salarié et le cycle d'accompagnement créatrice. Donc, j'ai longtemps discuté avec notre responsable régionale Force Femmes, où elle sentait bien que j'étais un petit peu tiraillée entre les deux. Et alors, à ce moment-là, elle m'a donné la possibilité de faire la journée de découverte
des différents ateliers à la création d'entreprises. Et je pense que c'est une question de rencontre aussi, hein. On a vu 6 personnes différentes, 6 coachs bénévoles ce jour-là, dans tout métier, hein. Ça allait de l'expertise comptable au marketing, aux ressources humaines, etc. Mais des gens inspirants, des personnes qui m'ont vraiment poussé à me dire en sortant de cette journée, mais Delphine, il faut vraiment que tu te poses vraiment la question, à savoir si ton intérêt n'est pas là à créer. Donc, ça a fait son chemin. Je ne vais pas vous dire que je me suis décidée du jour au lendemain. J'ai commencé énormément d'entretiens de réseau dans le milieu des écoles, avec des personnes qui étaient salariées au poste de responsable relations entreprises au sein des écoles. Et en faisant ces entretiens de réseau, j'ai construit mon fil rouge de ce que j'aurais aimé construire en tant qu'entrepreneur. Et une fois que j'ai créé ce fil rouge, bon, j'étais toujours un peu hésitante parce que mon mari n'était pas toujours d'accord en disant, tu sais, si tu n'as pas tous les clients, enfin, si tu n'as pas tes clients qui tombent, ça ne va pas aller, je te connais, tu vas être stressée, etc., etc. Enfin, donc, il n'était pas très aidant. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un échange via Zoom la première semaine du confinement avec une personne qui n'est pas qui est bénévole, mais qui n'est pas parrain au sein de Force Femmes. Alors, je dis parrain parce que là, pour le coup, c'est un homme et il y a très peu d'hommes chez Force Femmes. Mais ce monsieur avait créé en tant qu'auto-entrepreneur et freelance son propre métier, un petit peu à l'image de celui que j'avais envie de créer en temps partagé dans différentes écoles. Et il m'a complètement fait basculer. En 1h30, il m'a dit, mais Delphine, qu'est-ce que tu risques? Dans l'idée que tu as le réseau, tu as l'expertise, tu as la fibre commerciale, tu ne risques rien. Donc, vraiment, il faut y aller. Là, tu n'as plus le choix. Et quelque part, je pense que j'avais besoin de ça. Et peut-être d'un regard extérieur. Donc, je bénis Force Femmes aujourd'hui de m'avoir fait faire le pas, même si effectivement, c'est difficile hein, parce qu'on n'a pas toutes les données en main, on n'est pas bon. Enfin, moi, personnellement, en compta, gestion, c'est vraiment pas mon truc. J'ai plutôt une fibre commerciale, donc en développement commercial et en prospection, là, il n'y avait pas de problème. Mais on a toutes nos aspirations et toutes nos compétences. Donc, du coup, c'est quand même faire un grand saut. Mais je pense que les rencontres sont très importantes et qu'on a la chance au sein de cette association vraiment de pouvoir partager énormément de points un petit peu inquiétants, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des choses qui nous inquiètent avant de se lancer et qui, moi, personnellement, m'ont motivée à faire le pas. Merci Delphine. Quelqu'un nous demande si vous étiez déjà en lien avec ce secteur de l'enseignement supérieur précédemment. En fait, je travaillais en cabinet de recrutement auparavant. Donc, j'avais un poste de responsable commercial au sein d'un cabinet de recrutement. Et mes clients étaient des RH, de sociétés, donc PME, grands groupes, mais aussi des écoles qui recrutaient à travers ce cabinet de recrutement. Et donc, je me suis rendu compte petit à petit dans mon métier de responsable commercial au sein de ce cabinet que les écoles avaient des problématiques d'accompagnement de leurs étudiants. Donc, petit à petit, j'avais ça dans mon esprit. Et je me disais, mais peut-être qu'un jour, voilà, je pourrais être aidante et je pourrais donner du sens à mon métier autrement qu'en courant après un chiffre d'affaires, dans ma tête, j'étais devenue un petit robot, en fait, hein, où j'avais mes équipes de commerciaux, et j'avais plus envie que ce soit comme ça. Enfin, j'avais plus envie de voir la vie professionnelle comme ça, en tous les cas. Donc oui, j'avais déjà des liens avec certaines écoles, mais pour autant, je ne connaissais pas le milieu. Et c'est un milieu complètement différent du milieu privé des entreprises. Donc, il a fallu changer mon rapport au temps par rapport à la rencontre de ce milieu des écoles. Il a fallu changer. C'est complètement différent. Donc, il faut vraiment se réadapter et apprendre à appréhender ce nouveau secteur d'activité. Merci. Merci beaucoup.
Marie, vous avez eu aussi une forme de déclic, et puis à 2 reprises même, vous, par rapport à votre parcours. Ça s'est Moi, passé comment? c'est une très très longue maturation, parce que en fait, je vais remonter le temps. J'étais un petit peu dans une situation paradoxale, puisque bien qu'ayant un doctorat en histoire de l'art, j'ai commencé après, j'ai versé dans l'urbanisme commercial qui défigurait le paysage. Donc, j'étais toujours en porte-à-faux à dire, je devrais être vers les choses esthétiques et je suis dans les choses qui défigurent. Donc, et les années ont passé, j'étais dans ce métier. Et lorsque j'ai vu que j'allais arriver à une négociation de départ, vu l'âge que j'avais, là, je me suis dit, est-ce que je continue ou est-ce que je reviens vers mes amours premières? Et là, ça a été le premier déclic. J'ai dit, OK, vu l'âge que j'ai, je retourne vers mes amours premières. Donc, pendant le temps de négociation, etc., j'ai tout de suite j'ai cherché et j'ai trouvé un master professionnalisant pour faire un point dans tout comment fonctionnait la culture. Et donc, je me suis dit, j'avais déjà préparé un peu l'après. J'ai fait ce master pendant 6 mois, qui était vraiment professionnalisant, c'est-à-dire qu'on ne rentrait pas dans les rédactions de textes, mais on rentrait vraiment dans le concret, comment monter des projets, comment les subventionner, comment fonctionnait la culture. Et là, avec mon directeur de master, on est arrivé, compte tenu de mon expérience, à mettre en place un projet. Et lui m'a dit, vous avez un projet. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Force Femmes. Et pareil, la personne que j'ai rencontrée, qui était une DRH, m'a dit, écoutez, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est créer votre truc. Là, ça y est, tout est prêt. Et moi, à l'inverse de Delphine, mon mari, qui est chef d'entreprise, me disait depuis toujours, vas-y. Et donc là, avec ces 3 points, je me suis lancée et j'ai créé. Et il est vrai que tout de suite, j'ai eu un premier client qui m'a permis de partir. Ça, c'était pour la première expérience, donc pour Design Culture, qui donc depuis 2013 a fonctionné. Et là, est un petit peu ralenti. Et là, la deuxième étape, c'est qu'en fait, là, c'est pareil, on est venu me chercher, on m'a dit, tu as des compétences, on a besoin de quelqu'un. Et puis, je me suis dit finalement, un peu aussi comme Delphine, j'aimerais un peu être utile, etc. Là, il s'agit de revaloriser un métier dans le bâtiment. Donc, je suis très, très loin. Il y a toujours de la peinture, mais je suis très, très loin de ma formation première. Mais là, j'apporte de l'humain. J'apporte donc une possibilité pour des peintres de progresser, de se valoriser, d'apprendre un nouveau métier. Et donc, je suis très heureuse, puisque j'ai quand même fait plusieurs sessions en janvier, février, de permettre à des personnes qui pensaient être au bout de leur métier de peinture, d'être en passant à la mécanisation, je ne vais pas expliquer, c'est très technique, donc de progresser, d'obtenir une promotion et en plus de revaloriser ce métier, puisqu'en plus, dans cette formation, on a mis une dimension développement durable, puisqu'on n'utilise pas de plastique, on utilise du papier, on traite les déchets, enfin voilà. Donc, j'arrive à tout à fait un autre bout où là, je suis dans l'ère du temps. C'est permettre à valoriser à des gens qui n'ont pas de formation, donc ça change de mon univers où j'étais plutôt avec des bacs plus 10, plus 15, et là avec des gens qui n'ont fait que des CAP, mais qui sont très heureux, très humbles et qui sont très en attente et qui au bout de 8 jours effectivement ont une possibilité de rebondir et en même temps d'apporter donc cette note de développement durable. Et donc voilà, je pense que ça va être la phase suivante. Puisque là, nous sommes en présentiel, nous pouvons faire des formations. Là, les entreprises en ce moment freinent un peu, mais donc, je veux dire, on a tout un programme en attente. Et je verrai ce qu'il advient de Design Culture, puisque j'ai mes clients, s'ils reviennent, je repartirai. C'est que, voilà. Donc, en fait, moi, je patine sur 2, je patine, le mot n'est pas bien, j'avance sur 2 voies. Voilà. Merci beaucoup. Et Brigitte, vous qui êtes sur une activité artisanale, du coup, ce déclic, il est venu aussi peut-être différemment par rapport à une activité de service? Oui, c'est juste. Je voulais rejoindre Delphine et Marie pour remercier Force Femmes parce que ça m'a permis, moi, de grandir, de gagner en confiance, en autonomie, et vraiment, voilà. Excusez-moi aussi pour toutes les participantes parce que je n'arrive pas à lire et à être présente dans ce webinaire. Pas grave, Brigitte, simplement, en fait, on vous demande si vous avez un compte Instagram Oui. et un site internet pour pouvoir voir ce que vous faites, en fait. C'est ça qui revient. Ah oui, ok. Oui, j'ai une page Instagram qui commence à se mettre en place, à Bridge Souffle de Verre, Facebook également, et mon site www.atelierbridge.fr. Alors, le déclic, moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le social.
Et parallèlement à ça, j'étais auteure de livres de loisirs. Et lorsque j'ai réalisé le premier ouvrage qui s'intitule Perles de rocaille au fil du temps, j'ai proposé à mon éditeur d'aller faire un petit reportage sur la fabrique, il y en avait encore une en France, sur comment se fabriquer ces perles de rocaille. Donc, ce sont des petites perles en verre de 2 à 7 mm de diamètre. Et lorsque j'ai plongé mes mains dans ces caisses de perles, je me suis dit en secret, un jour, je réaliserai les miennes. Donc, j'avais toujours ce rêve-là. Donc, ça m'a mis 7 ans. À un moment, j'étais en CDD, la loi a changé. Les CDD pouvaient faire une demande de congé individuel de formation, donc je l'ai fait. Donc j'ai eu 10 semaines, ce qui était énorme par rapport à des CAP. Voilà. J'ai eu 10 semaines de formation au lycée d'Orient, qui forme les souffleurs de verre depuis 1931. Et ensuite, donc j'ai repris un travail salarié à temps partiel. Malheureusement, c'était l'époque de la convention de coopération, donc l'employeur était payé j'étais payée par mes acédiques qui étaient transmises à l'employeur. Et ensuite, voilà, évidemment, il m'a mis dehors. Et donc, je me suis dit, bon, je vais me lancer, voilà. Donc, j'ai sauté comme ça, parce que les études de marché, je n'y connaissais rien. On m'avait dit, c'est important de faire une étude de marché. Donc, j'avais fabriqué des perles, je me mettais aux sorties des métros pour demander qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je me suis dit, bon, je vais oser me lancer. Et donc, la première année, je faisais comme tout le monde les marchés artisanaux. Et le dimanche soir, je pleurais comme un bébé parce que je ne vendais rien. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être pas ma clientèle. Donc, j'ai acheté des magazines de mode, etc. J'ai prospecté. Je suis allée me présenter avec des pièces, etc. Mon but étant de faire rêver les maisons de couture. Et voilà, ça a marché. Donc, j'allais prospecter régulièrement. Et je n'ai pas trop écouté les conseils d'organisation qui disaient il faut avoir qu'un seul type de clientèle. Chose dont je me réjouis pour le moment, puisque j'ai 3 types de clientèle, donc les maisons de couture, les particuliers et les entreprises, notamment architectes ou boutiques. Je suis également dans des boutiques de 2 musées départementaux pour le moment. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Hier, justement, on a abordé avec les autres créatrices les questions de financement pour rebondir sur comment elles avaient trouvé leur financement. Je ne voudrais pas être trop redondante avec ce qu'on a fait hier, mais du coup, je vais peut-être plus vous poser la question à vous parce que c'était ressorti dans les questions sur la prospection. Parce que c'est vrai que c'est quand même une notion clé, bien sûr, trouver des clients, comment se faire connaître. Et donc, vous, quelles sont vos méthodes ou vos conseils de prospection par rapport à vos activités qui, là encore, sont différentes les unes des autres? Peut-être que, Brigitte, tant qu'on y est, Oui. vous voulez nous dire comment vous faites? Eh bien, avant le confinement, donc je faisais à l'ancienne, quoi, téléphoner, par plusieurs étapes, repérer les maisons qui peuvent m'intéresser. Ensuite, téléphoner pour avoir la bonne personne, envoyer un mail, un dossier, et ensuite essayer de décrocher un rendez-vous et réaliser des pièces pour faire rêver, parce que les maisons de couture ont besoin de toucher, de visualiser. Voilà. Je prospecte également par LinkedIn. Donc, l'année dernière, par exemple, j'ai décroché Chloé, avec qui j'avais travaillé, la maison Chloé. Et le fait de me remontrer avec d'autres choses, ça a fait le déclic. Et je prospecte beaucoup par LinkedIn. Donc, la page Instagram, mais bon, il y a quelques stylistes, mais en fait, c'est une clientèle assez intimiste. Et par exemple, on ne peut pas envoyer un mail à tout le monde. Il faut que ça soit très particulier et très individualisé. Pour les particuliers, eh bien, j'ai réalisé au fur et à mesure un fichier client et j'ai fait des salons de métiers d'art. Donc maintenant, donc il n'y en a plus. Je faisais aussi des expos en réseau privé et là, je suis en train d'essayer de voir. Là, je suis sur 2 plateformes actuellement, des idées dans l'atelier et le showroom by. Mais bon, voilà, c'est un peu en transit en ce moment, quoi. Delphine, vous, votre prospection des écoles, comment ça se passe? Bon, alors, moi, déjà, j'aime la prospection.
c'est important. Ça change tout, hein. Mais parce que j'ai une formation commerciale, donc si je n'avais pas aimé la prospection, je n'aurais pas fait ce métier pendant 25 ans. Donc j'aime fouiner, j'ai beaucoup de curiosité, je passe du temps, énormément de temps sur cet outil qui est LinkedIn, ça c'est certain, à mettre en lien, à me créer un réseau qui était complètement inexistant au départ à travers les écoles, parce que j'avais quelques contacts de RH au sein d'écoles de par mon métier en cabinet de recrutement, mais sinon, voilà, donc j'aime faire ça. C'est important et c'est primordial. De toute façon, c'est le nerf de la guerre, hein, faut quand même pas l'oublier. Donc, quel que soit l'objet de notre création d'entreprise, c'est vraiment là où on doit y passer du temps et on ne doit pas baisser les bras. Parce que pourtant, c'est vraiment épuisant, hein. On se prend des murs, on se prend des portes, on se prend… Enfin, voilà. Donc, il faut être persévérant, voilà, faire preuve d'opiniâtreté et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de peut-être changer de temps en temps de façon de faire et peut-être reprendre le téléphone de temps en temps aussi, hein, avec un tableau Excel. Moi, j'en ai un tableau Excel, même si j'ai un réseau important sur LinkedIn, j'ai quand même un tableau Excel que j'avais préparé à partir du mois de mars dernier et que je relance régulièrement auprès de différentes écoles et centres de formation. Donc, il faut moduler un petit peu ces façons de prospecter, mais en tous les cas, faut pas décrocher, parce que certes, le bouche à oreille peut jouer. Alors, je pense notamment à Véronique, hein, qui doit avoir pas mal de clients via le bouche à oreille dans ce milieu-là. Mais nous trois, on a besoin de prospecter pour aller chercher des clients et signer des bons de commande, quoi. Ça, on n'a pas le choix. Donc voilà. Mais pour avoir déjà discuté de ce genre de choses avec des femmes et des hommes, hein, d'ailleurs, qui ont leurs propres entreprises, il ne faut pas travailler cette prospection comme le nerf de la guerre, comme quelque chose de désagréable. Il faut essayer de vraiment prendre du plaisir à le faire, d'abord par curiosité, parce que vous allez apprendre un certain nombre de choses sur différentes entreprises que vous allez prospecter ou différentes écoles que vous allez aller chercher dans mon cas. Et donc, c'est hyper enrichissant. Donc, c'est comme ça que on doit essayer de voir les choses. Et après, ne pas baisser les bras et ne pas perdre confiance. Parce que ça finit par tomber. Et tout ce qu'on sème, on finit par le récolter un jour ou l'autre. Ça, c'est certain. Voilà. Merci. Véronique, alors en plus dans le chat, on s'adresse à vous justement pour savoir vos premiers clients, comment vous les avez eus. Alors, contrairement à Delphine, moi, la prospection, très peu pour moi. Donc, effectivement, je me suis dit, comment je vais avoir des clients ? Je veux qu'ils viennent à moi, tout simplement. Donc, grâce aussi à Force Femmes, j'ai suivi l'atelier sur les réseaux sociaux. Donc là, j'invite toutes les participantes à faire cet atelier parce qu'on ne peut pas ne pas utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc moi, j'ai pris 3 idées et je me suis dit, il faut que je sois visible, crédible, accessible. Donc, oui, j'ai balancé de l'argent pour faire un beau site Internet, pas un site Internet, c'est pas péjoratif, gratuit et tout, mais il fallait que j'ai de la crédibilité, que je sois reconnue pour ce que je faisais. Et donc, j'ai beaucoup travaillé mon site Internet, je travaille beaucoup mon référencement naturel. Comme ça, quand on cherche quelqu'un qui fait du Feng Shui, on tape à Bordeaux, Feng Shui Bordeaux, et je me suis attachée à toujours remonter sur la première page, à me géolocaliser avec Google Maps. En fait, on a beaucoup d'outils, à utiliser Google My Business et à récupérer des avis des clients. Voilà. Et ce qui m'a permis vraiment d'avoir mon premier client, c'est un réseau d'entreprises dans lequel je me suis inscrite, c'est BNI.
qui s'appelle Business Network International. Ok, l'abonnement est cher, mais quand j'ai découvert la méthode, BNI m'a dit, on a une méthode, ok, c'est à l'américaine, mais si on applique la méthode, ça marche. Alors là, on m'a dit, ah ouais, mais ouais, toi encore avec ton Feng Shui, est-ce que BNI va marcher? C'est pas grave, je balance le pognon, c'est sûr, c'est 1 400 € l'année, et je vais appliquer le protocole et je vais voir ce que ça donne. Eh bien, en 3 mois, mon abonnement a été amorti. Et donc, j'ai eu comme ça mes premiers clients. Et puis, grâce à BNI, c'est quand je suis dans un groupe, c'est comme si j'avais une trentaine de commerciaux à ma disposition pour me donner des recommandations et faire mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai mis en place quelque chose pour que ça rentre tout seul. Donc, j'ai les appels entrants grâce à mon site internet, qui sont liés aussi à mes réseaux sociaux, parce que le but, c'est ok, de parler sur les réseaux sociaux, mais moi, je veux que les gens aillent sur mon site internet pour me faire remonter de plus en plus. Donc, j'ai ces outils-là, j'ai BNI, et petit à petit, eh ben, la mayonnaise prend, la toile d'araignée se tisse, et les gens viennent à moi pour du Feng Shui, même si ça paraît peut-être parfois mystico-délirant. Mais donc, derrière, en fait, j'ai mon côté très cartésien, de l'autre côté, j'ai mon Feng Shui, mais mis en phase, les deux systèmes, ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Et Marie, vous, votre prospection, alors peut-être sur les deux volets, aussi bien quand vous étiez dans la culture que maintenant que vous êtes dans la formation, comment vous procédez? Alors, pour Design Culture, en fait, je suis partie tout simplement, c'est le b.a.-ba, c'était d'abord utiliser mon répertoire de contacts. Et ça, je pense que toute personne qui se lance doit d'abord commencer par son précaré. Hein, c'est un peu d'ailleurs ce que vous dites à Force Femmes, on commence déjà par voir autour de soi. Donc, il est vrai que moi, mes premiers contacts, c'était des foncières dans lesquelles j'avais un contact. À partir du moment où vous avez un contact, après, c'est à vous de demander à ce contact d'étendre à d'autres contacts. Mais il y a une chose sur laquelle on n'a pas, un sujet sur lequel nous n'avons pas abordé pour l'instant, c'est lorsque vous allez vendre quelque chose, c'est le fameux pitch. Moi, j'ai travaillé mon pitch de présentation que je maîtrisais parfaitement. Alors, un pitch, j'explique pour celles qui ne sauraient pas, c'est un petit propos qui, en 3 minutes, dans lequel vous devez exposer qui vous êtes, ce que vous vendez, sous quelles conditions, etc. Appâter. Il s'agit d'appâter le client. Donc, ce pitch, il était prêt. Et en fait, pendant les premiers mois, je l'ai retravaillé après chaque premier rendez-vous. Parce que je me rendais compte que j'avais insisté sur tel point et ce n'était peut-être pas l'attente du client potentiel. Et donc, j'ai fini par effectivement avoir un pitch bien élaboré, bien sophistiqué, qui après est devenu un peu mon module que j'utilisais. Et ça, je pense que pour toute personne qui crée une structure prestataire de service, c'est fondamental. Après, je rejoins la méthode de Delphine, c'est-à-dire que j'avais effectivement un petit tableau Excel dans lequel je retournais de façon saisonnière, puisque la culture, on fait dans les centres commerciaux, on propose tous les 6 mois un programme. Donc, tous les 6 mois, je relançais mes contacts pour savoir ce que l'on allait faire pendant les 6 mois. Et après, ça marchait tellement bien que c'était carrément pour une année. Ce qui faisait qu'à partir de septembre, je travaillais pour tout mettre en place entre septembre et décembre, toute l'année suivante. Donc ça, c'était au fil du temps. Donc ça, je pense que c'était pour Design Culture. Et donc, que dire? C'est effectivement d'abord son réseau immédiat et après, aller voir des inconnus. Mais puisque vous avez déjà la technique, vous avez déjà le pitch, vous savez, j'ai vu un moment une question se poser, comment faites-vous? Effectivement, c'est envoyer un mail, c'est prendre son téléphone. Et là, pareil à pâté, j'aimerais vous rencontrer. C'est l'ancienne méthode, mais ça marche encore. Il faut bien se dire que l'humain reste très important. C'est un peu ce que j'apportais dans les galeries marchandes, ce qui m'a d'ailleurs valu un prix de créatrice chez Force Femmes. L'humain est très important. Donc, OK, on utilise tous les réseaux. J'ai effectivement un compte LinkedIn, j'avais également un site, mais tout ça, je dirais que moi, je l'ai fait après. J'ai d'abord le réseau immédiat, le réseau connu, le réseau moins connu, mais à proximité et atteignable, et mon fameux pitch. Et je pense que pour les prestataires de services, il n'y a pas le rêve comme pour Brigitte, il n'y a pas le bien-être comme pour, j'ai oublié son prénom. Donc, quand on a justement juste un produit, le produit, il faut avoir en face, je dis, un pitch et avancer comme ça. Pour la formation, là, c'est totalement différent. C'est un réseau, c'est une nouvelle niche, puisqu'on fait dans la culture, c'est aussi un peu une niche. Là, c'est une niche des entreprises du second œuvre. Et là, effectivement, ça allait solliciter les entreprises qui sont dans le besoin.
Et donc là, pareil, c'est pareil, du bouche à oreille, c'est prendre son téléphone, c'est appeler le chef d'entreprise, la DRH et NDRH, et puis proposer sa prestation, puisque les formations, c'est par le biais des DRH. Je voulais juste rajouter une petite phrase, moi, qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'accompagne encore quand je prospecte. Elle n'est pas de moi, elle est de Robert Louis Stevenson. Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça, effectivement, Brigitte. En fait, il faut semer, et comme l'a dit Delphine, ok, il y a certains jours, effectivement, vous avez pris un refus, on a été carrément grossier avec vous, les gens ne rappellent pas, mais ça finit par payer. Je veux dire, moi, entre 2013 et jusqu'au confinement, j'ai réussi à développer, et vraiment, au début, je m'étais dit aussi, où vais-je aller? Je connais qu'une ou deux foncières, et ça s'est développé. Il faut de la confiance, il faut croire en soi, il faut croire en son projet. Il ne faut surtout pas aller à des rendez-vous. Ça, pareil, je reprends ce qui a été dit chez Force Femmes, mais c'est tellement vrai. Le matin, vous vous levez, vous n'êtes pas bien, vous avez le droit d'avoir mal à la tête et tout. Vous n'allez pas à votre rendez-vous. Vous serez mauvaise, vous allez rater, vous allez vous griller. Il ne faut jamais brûler la dernière cartouche. Il faut toujours garder la cartouche pour le jour où on est en pleine forme. Voilà, ça. Oui, et je voudrais rajouter qu'en fait, et on ne fait pas fortune en 6 mois, ça c'est sûr. Non, donc, ça c'est sûr. Voilà, parce que si on pense, ah oui, combien je vais me payer tout de suite, on se lance jamais. Donc, moi, je pense qu'il faut se lancer et après, voilà, croire en son projet. Et croire en son rêve. En son rêve, Voilà. à sa passion et après, rêver de fortune et d'abondance et ça marche. Voilà. Et devenir chef d'entreprise, c'est absolument fantastique. Vous êtes maîtresse. Bon, il faut avoir un certain tempérament, je l'admets. Mais si vous avez ce tempérament, c'est absolument fantastique. Vous tenez les rênes, vous avez des découvertes, vous devez prendre des initiatives, enfin, vous avez une raison de vivre et d'être. Et votre entreprise devient votre bébé, votre énième bébé si vous avez déjà des enfants. Il faut le savoir, il faut que l'entourage accepte parce que c'est à temps plein. Mais c'est tellement, tellement revigorant et tellement satisfaisant que voilà. C'est juste. Quand j'allais prospecter de visu avec les maisons de couture, donc à la fin de l'entretien, là, le moment le pire, où l'entretien est terminé, il faut remballer ses pièces. Et beaucoup de maisons disaient « Attendez, je vous aide à ranger vos bébés. » Voilà. Merci à toutes. Vous me permettez de faire justement la transition vers ma question suivante, c'est-à-dire que voilà, on a une image de l'entrepreneuriat qui est justement liée à la liberté que ça peut apporter, à l'organisation de son temps sur lequel on est plus souple. Et du coup, je voudrais vraiment vous poser la question sans langue de bois de ce que cette démarche entrepreneuriale, vous a apporté de super et de ce qui est plus difficile aussi. Voilà, pour pouvoir vraiment donner un état des lieux réaliste de ce que cette démarche vous a apporté, aussi bien en top qu'en flop. Véronique? Donc oui, comme disaient les autres personnes, c'est vrai que c'est cette espèce de liberté qui vous envahit et qui vous donne de l'énergie. Moi, personnellement, je me sentais inarrêtable. En fait, je me suis dit, c'est bon, ça y est, j'ai mon projet professionnel, même s'il est tard dans ma vie, c'est pas grave. Et se dire qu'on peut toujours se réinventer dans la vie, donc se lancer. Et c'est cette énergie qui vous pousse aussi à monter en puissance et en compétence. Parce qu'en fait, il faut savoir tout faire. Donc, travailler sa communication, travailler sa prospection, faire sa compta, émettre des factures et tout. Et on est seul devant son écran et on se dit, ah ouais, comment je vais faire? Mais si, en fait, on finit toujours par y arriver. Donc, moi, ça m'a donné vraiment beaucoup d'énergie, de liberté, de satisfaction. Quand j'ai vu arriver mon sirette, je dis, oh, ça y est, enfin, je l'ai. Et après, les côtés un peu négatifs, négatifs, moins top, c'est tout ce qui est administratif. Voilà. L'URSSAF, ils ne comprennent pas tout de suite ce qu'on veut, même si on a rempli le formulaire comme il fallait. Pour moi, il y avait toujours des couacs et ça bloquait, mais comme je croyais tellement à mon projet, je me dis, c'est pas grave, ça, je vais passer, ça va se débloquer. Donc, je vais te dire, j'ai prié Sainte Patience, alors je ne sais pas si elle existe, mais j'ai dit, de toute façon, je suis lancée, ça va marcher. Donc, c'est ce côté un peu, oui, administratif, moi, qui m'a un peu pesé, mais ce n'est pas du tout insurmontable parce qu'on finit toujours par s'en sortir. Et puis,
rencontrer les bonnes personnes qui vous aiguillent. Et voilà. Merci beaucoup. Delphine, vous voulez partager avec nous? Oui, alors, moi, je vais partager un petit peu ce que vient de dire Véronique, mais moi, je trouve que c'est un sentiment d'aboutissement, en fait. C'est quelque chose qui nous taraudait, enfin, qui me taraudait personnellement depuis un petit moment, mais dans lequel je me disais, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Je suis nulle en compte à gestion, j'arriverai jamais à faire des factures. Enfin bref, on a toujours tendance à se dévaloriser, hein, bref. Et non. Euh, Encore une fois, hein, je pense que si j'avais pas rencontré cet expert comptable de chez Force Femmes, qui m'a dit mais Delphine, votre idée elle est géniale, ça n'existe pas. J'accompagne énormément de TPE, PME dans la région. Le faire en temps partagé au sein des différentes écoles, c'est canon. Allez foncer, c'est fabuleux. Donc bon, elle m'a bien fait prendre conscience de ce qui serait difficile. Mais elle m'a surtout aussi vivement conseillé de me lancer. Alors, dans ce qui est difficile, c'est la gestion du temps pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, et j'étais comme ça en entreprise, alors je suis à fond dans mon premier contrat, là, en l'occurrence. Donc, je vous disais, 3 jours par semaine, c'est dense, mais en fait, je fais 6 jours au lieu de faire 3 jours de contrat pour cette entreprise. Donc, ça ne me permet pas de pouvoir faire autre chose à côté. Mais comme le disait Marie tout à l'heure, il vaut mieux se concentrer, se focuser sur ce premier contrat. Donc, c'est la gestion du temps et de se dire, mais comment je vais faire pour faire tout ce que je dois faire. Donc, ça s'apprend. Et si on est un minimum organisé, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire. Et après, quand il y a des choses ou des aspects sur lesquels on n'est pas bon, eh ben, il ne faut pas avoir honte d'aller demander de l'aide à la construction de son logo, la construction de son site internet, enfin j'en sais rien, pour éviter de ramer, parce que ce n'est pas là où sont nos compétences. Donc, on a besoin de travailler enfin, on est seul, mais on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'entourer de gens qui vont venir savoir vous aider, vous donner un coup de fouet sur certaines activités. Et voilà, il ne faut pas avoir peur et mettre son poing dans sa poche et son humilité dans sa poche et se dire, bah oui, je me suis lancée en tant que chef d'entreprise, mais je ne suis pas performante dans tous les domaines, quoi. Loin de là. Donc voilà. Brigitte, qu'est-ce qui est super? Qu'est-ce qu'il est un peu moins peut-être? Alors, moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Même, comme dit Delphine, il y a des moments vraiment très difficiles. Bon, je pense qu'on a toujours des hauts et des bas. Enfin, parce que les moments où on décroche une commande, on est top, quoi. Ça fourmille de tous les côtés. On peut mettre enfin, je parle par rapport à mon métier, mettre tous les sens en éveil, être avec mon chalumeau, la matière, aller jusqu'au bout pour réussir à faire les pièces qui avaient été indiquées, entre guillemets, dans le devis. En revanche, c'est vrai que tout ce qui est comptable, mais ça, il faut le faire. Puis il y a des tâches qu'on pensait pas forcément aimer, et en même temps, comme il faut les faire, on apprend à les aimer. Donc, mais c'est vrai que, par exemple, un site internet, moi, c'est pas mon truc, et ça m'intéresse pas, et je préfère rester dans mon cœur de métier pour essayer de décrocher des commandes et du coup pouvoir payer quelqu'un pour faire ce site, quoi. Je dirais aussi, c'est sa propre, enfin, on a sa propre, concernant le statut de salarié, où on attend, je pense, enfin, ça c'était peut-être moi, mon état d'esprit, j'attendais peut-être de la reconnaissance de la part d'un chef, d'un patron. Et en fait, sa reconnaissance, quand on est chef d'entreprise, c'est par rapport à soi-même. C'est-à-dire trouver ces petits indices. Par exemple, moi, je sais quand j'ai réussi une pièce, je ressens un petit hihi au fond de mon ventre et je sais que c'est bon, par exemple. Mais en fait, c'est aussi, comme disaient Delphine et Véronique, c'est développer d'autres compétences qu'on ne pensait même pas avoir.
Donc, voilà, je ne sais pas quoi dire. Donc, mais oui, je pense que ça permet. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on peut explorer d'autres chemins. Ça, c'est hyper important. Et qu'on n'est pas obligé d'être parfait tout de suite. Et que l'important, c'est d'aller sur son chemin. Et je rajouterai aussi quelque chose qui est une question qui est importante pour moi. C'est la question jusqu'où. Enfin, je vais parler par rapport au verre, mais par exemple, quand j'ai commencé, j'allais jusqu'à un certain endroit dans le verre parce qu'il y avait la maîtrise, il y avait acquérir le geste, aller plus loin. Et maintenant, ma question jusqu'où, elle est encore. C'est-à-dire, enfin, comment dire, il y a des pièces que je ne pouvais pas proposer à des maisons de couture avant. Mais maintenant, je peux parce qu'on s'améliore, on va plus loin, etc. Et je pense que dans plein de compétences qu'on doit faire, chef d'entreprise, c'est voilà, jusqu'où. Et ça s'ouvre sur d'autres choses. Par exemple, la prospection, moi, je sais que c'est très difficile pour moi et je procède par petites étapes. Trouver les contacts, trouver leurs coordonnées téléphoniques, les appeler, avoir le nom de la personne, envoyer un mail, les rappeler, essayer d'avoir un rendez-vous, proposer un rendez-vous. Et après, s'il y a une commande, alors là, c'est super top. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. Marie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, d'abord, je voudrais féliciter Brigitte en lui disant qu'elle a une chance, elle est privilégiée, elle, parce que c'est une artiste. Nous ne sommes pas toutes dans ce cas-là. Donc déjà, bravo, vous allez au bout de votre création et vous serez toujours heureuse. Je reviens au côté terre-à-terre de mon métier, donc en tant que prestataire de service. À l'inverse de Delphine, moi je dirais, ce n'est pas pour moi un aboutissement parce que j'avais jamais pensé devenir chef d'entreprise. Et je tiens à dire ça pour celles qui se posent des questions. En revanche, c'est un épanouissement total, puisque totalement inattendu. Je n'avais jamais envisagé de le devenir, je le suis devenue. Donc ça, je pense que c'est très important. Le deuxième aspect, c'est que ça, c'est une démarche personnelle, mais je pense que d'autres pourraient le faire. Je me suis concentrée donc justement sur la prospection et tout, et je n'ai pas hésité à m'adresser aux compétences pour ce qui était du domaine juridique, pour ce qui était du domaine comptable et fiscal, parce que ça me sort des yeux, et même pour ce qui était la création d'un site. Ok, tout ça, c'est de la dépense d'argent, mais comme dit Brigitte, si l'on prospecte et que l'on a des commandes, du chiffre d'affaires, on peut se permettre de déléguer. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire oh, je vais devoir tout faire, parce que malheureusement, nous ne sommes pas omnipotentes, même si on a la meilleure des volontés, on va s'épuiser dans certains domaines. Donc, il faut mettre à plat ce que l'on sait faire, ce que l'on aime faire, ce que l'on sait faire et que l'on aime moins, et puis déléguer et se concentrer sur vraiment ce qui est le corps du métier. Et moi, en l'occurrence, c'était d'aller faire des prospects. Et je vous dis, tout le reste, je l'ai délégué. J'ai vu que la question était passée par rapport au statut juridique. Bon, moi, je n'étais pas en entreprise individuelle, je suis en SASU, parce que je voulais avoir ça, j'avais été conseillée, pareil, par un comptable, parce que pour pouvoir ne pas perdre tous les points de retraite que j'avais déjà acquis compte tenu de l'âge que j'avais. Donc, les créatrices d'entreprises doivent quand même faire attention avant de choisir un statut juridique. C'est en fonction de votre statut précédent pour ne pas perdre par rapport à Arco et compagnie. Là, il faut vous faire conseiller. Parce que si vous passez en micro-entreprise, vous risquez de perdre des choses, alors que moi, je n'ai rien perdu. Donc, c'est aussi un aspect. Et là aussi, ce sont les compétences. Oui, et puis c'est aussi la dimension. Je oui. pense que c'est aussi par rapport à la dimension que vous voulez donner à l'entreprise que vous créez. Exactement. Alors, il vaut mieux en parler avec un expert comptable. Mais encore une fois, hein, au sein de chez Force Femmes, vous avez la possibilité d'échanger avec ce genre de personnes. Et j'allais dire, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre ces informations auprès d'experts métiers. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sans faire ma pub pour le BNI? C'est vrai que moi, j'ai trouvé, je suis dans un groupe où il y avait un avocat en droit des affaires, un expert comptable, il y avait toutes les compétences. Donc, c'est vrai qu'à chacune de nos réunions, j'ai pu aller prendre des renseignements, des informations auprès de mes membres. Et comme disait
Delphine et Marie aussi, ben, on fait des rencontres et ça fait avancer l'entreprise, quoi. Voilà. Oui, merci. Effectivement, cette notion de mise en réseau a été très récurrente pendant les 5 jours de rester en réseau, que ce soit du stade justement du montage de projet, passer de l'idée au projet, après aussi surtout le développement de son activité, intégrer des réseaux qui soient féminins ou mixtes, en tout cas des réseaux de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs. C'est vrai que ça a été, c'est revenu beaucoup parce que ça paraît important pour le développement de son activité et pour ne pas rester isolé. Toujours la même histoire, puisque c'est quand même assez isolant comme statut, celui d'être chef d'entreprise. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages à toutes. Est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil, un dernier input à donner aux femmes qui nous suivent ce matin? Moi, j'ai préparé une petite phrase qui me tient à cœur, que j'ai dans mon bureau d'ailleurs, qui est de Goethe. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance, de la magie. Commencez dès maintenant. Merci beaucoup Brigitte. Delphine? Moi, je dis qu'il faut savoir oser. Voilà, savoir oser et puis pas se poser de questions sur le regard des autres aussi. Enfin, moi, personnellement, je pense que j'avais pris un espèce de virage d'âge. Alors, je ne sais pas si les téléspectatrices ont le même âge que moi, mais voilà, il arrive un moment dans sa vie où on a d'autres attentes en fait, hein. Et donc à travers ce lancement en tant qu'entrepreneur, je pense que j'ai retrouvé l'alignement dont je rêvais, enfin que je rêvais d'avoir. Donc voilà, c'est principal. Donc allez-y, foncez. Merci beaucoup. Véronique? Alors, je vais faire de la répétition avec Brigitte et Delphine, mais c'est vrai, moi, je me suis lancée sans réfléchir. Et heureusement que je n'ai pas réfléchi à me dire est-ce que je vais gagner d'argent, est-ce que je vais trouver des clients, est-ce que je vais me faire connaître, est-ce que ça va marcher. Et non, je me suis lancée, je me suis dit bah, je me lance et puis je réfléchirai après. Et c'est cette énergie que je voudrais transmettre à vous, mesdames, là derrière vos écrans dans le chat, pour vous dire on réfléchit après. De toute façon, on peut toujours rattraper la chose. Et c'est quoi le risque? Le risque, c'est oui, de ne pas y arriver. C'est pas grave. On peut toujours se réinventer. C'est comme je dis, comme tous les chanteurs. Parfois, il y a des hauts, il y a des bas, mais ils arrivent toujours à être créatifs et à se relancer. Donc, ce ne sont pas des échecs, comme on dit, ce sont des expériences. Et c'est tellement enrichissant. Même si moi, dans 2 ans, je fais plus feng shui, je me suis plantée, que j'ai dépensé de l'argent dans des sites internet, c'est pas grave. Pendant 2 ans, j'aurais vibré mon activité. Donc, oui, je dirais comme Brigitte et Delphine, audace, osez, lancez-vous. Qu'est-ce qu'on risque en fait? Et aimez ce que vous faites. Aimer, et alors là, oui. Et comme dit Delphine, alors quand on est aligné, ancré, donc avec aligné son cœur, son corps, son esprit, là, ça roule, quoi. Et on rayonne. Ça, c'est l'énergie feng shui. C'est vrai. Merci beaucoup. Marie? Moi, je rejoins toutes ces dames, et effectivement, il y avait probablement un créneau, enfin, un moment dans la vie qui était à maturité, et c'était devenu une nécessité. Le monde de l'entreprise, je saturais, il n'y avait pas la reconnaissance, il y avait tous les conflits, relations hommes-femmes, etc., tout ce que nous avons pu connaître. Et donc, c'est devenu une nécessité. À partir du moment où c'est devenu une nécessité, ça vous habite. Et effectivement, on se pose des questions, mais on s'en fout des réponses, il faut y aller. Effectivement, si on échoue, on échoue. Et je pense qu'il y en a, ok, on vous dit toujours, hein, il y a tant d'entreprises créées par an, il y en a tant qui déposent les bilans. Et so what? Voilà, il faut y aller. Et celles qui se posent la question, si elles ont un vrai projet, il faut quand même que ça soit une vraie réalité, il faut quand même que ça puisse s'exprimer, que ça puisse être cohérent et que ça soit concret. Si vous avez, que vous soyez artiste, que vous soyez, je veux dire, dans le service n'importe quoi, si vous avez une vraie idée, allez-y. Et puis vous verrez, tout le bonheur viendra. Je confirme. Merci vraiment infiniment à vous 4. C'était
très, très inspirant de pouvoir échanger avec vous. Merci à toutes celles qui nous ont suivis aussi pendant ces 5 jours. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'organiser cet événement digital. C'était la première fois pour nous aussi qu'on faisait un événement de cette ampleur en digital. Donc, effectivement, on apprend en le faisant. On ne savait pas si on y arriverait bien. Et puis, on n'a pas eu de problème de connexion ou quoi. Donc, on est assez contents. Donc, voilà. Merci à toutes. Et puis, à bientôt chez Force Femmes ou dans d'autres réseaux. À nouveau, hein, je le redis, pour celles qui n'auraient pas 45 ans, il y a vraiment plein de réseaux qui existent, qu'ils soient mixtes ou féminins, des associations comme Actionnel, voilà, un réseau aussi qui s'appelle Bouge ta boîte, une fois qu'on a créé pour se mettre en connexion les unes avec les autres. Voilà, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ces réseaux et à surtout ne pas rester seul. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à parler de Force Femmes. Parce que j'ai pu recommander à énormément de personnes de mon entourage. Et alors, malheureusement, les hommes cherchent l'équivalent, mais ils ne le trouvent pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça n'existe pas pour les hommes. Non. Ben alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. En tous les cas, voilà, c'est plus compliqué à trouver. Et je vous assure que moi, toutes les personnes qui sont allées sous ma recommandation ont été ravies de partager ça. Donc, n'hésitez pas à déployer ça autour de vous parce que c'est vraiment, ça a beaucoup d'intérêt pour faire avancer les choses en tous les cas quand on est un petit peu perdu et qu'on est en réflexion sur sa voie professionnelle. Merci à toutes. Merci. J'ai pas lu tous les messages. Merci à Gab. Merci à Force Femmes et plein de bonheur. Voilà. Merci. Merci. Bonne route à toutes. Merci. Bonne continuation. Lancez-vous. Oui. Vous verrez après. Voilà. Au revoir.